La parole est à Monsieur Emmanuel Bléry pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. 21-49-3 en 18 mois. Ne cherchez pas, ce n'est pas un problème mathématique, c'est un problème simplement de représentativité nationale, c'est un problème d'incapacité à écouter ce que les Français vous disent, c'est une incapacité à discuter effectivement avec les oppositions et à trouver des compromis. En ne donnant pas de majorité à l'Assemblée nationale, les Français, dans leur grande sagesse, ont voulu limiter la latitude du pouvoir exécutif pour l'obliger à trouver des compromis avec le pouvoir législatif. Contre l'esprit de la démocratie et de la représentation nationale, vous surexploitez le dispositif flash du 49.3. Lorsque la Macronie défait à l'Assemblée nationale un accord qui apparaissait équilibrée au plus grand nombre à la sortie du Sénat, elle prend le risque de mobiliser contre elle toutes les oppositions. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Quand l'opposition vote en même temps, c'est la fin du « en même temps ». On notera quand même que les représentants des mondialistes, tellement certains de l'issue du vote, tellement arrogants tant envers le peuple qu'envers les oppositions, n'avaient même pas pris le soin de faire le plein des voix dans ses rangs lors de la motion de rejet du projet de loi immigration. Quel manque de préparation. La situation pourrait faire rire si elle était sans conséquences. Sauf que notre pays a besoin d'un vrai débat démocratique. Notre pays a besoin de députés et d'un gouvernement courageux. Notre pays a besoin de définir et de tenir une position claire en matière d'immigration et pas de « en même temps ». Notre pays a besoin d'un ministère de l'Intérieur capable d'expulser les OQTF. Notre pays a besoin d'une justice ferme qui condamne les délinquants et qui maintient en prison ceux qui doivent y purger leur peine. Nos concitoyens les plus fragiles ont besoin d'un pays et d'une administration qui les soutiennent. Parmi les plus fragiles se trouvent nos agriculteurs qui ont besoin d'une réglementation facilitante. On y trouve aussi nos ouvriers qui ont besoin d'usines. Nos chefs d'entreprise, eux, ont besoin de liberté pour développer leur activité. Nous avons collectivement besoin d'un État fort, d'une administration courageuse et d'une justice forte avec les forts et bienveillante avec les plus faibles. Chers collègues, vous savez comme moi que la France est le premier pays touristique au monde. En dehors de la crise Covid, le tourisme représente 4% de notre PIB. Pour quelles raisons, à votre avis, sommes-nous la première puissance touristique au monde? Tout simplement pour la qualité de ses assiettes et la beauté de nos paysages. Voilà la France. Et qui fait la qualité de nos assiettes et la beauté de nos paysages? Ce sont nos agriculteurs. Il suffit de prendre de la hauteur, au sens propre, pour s'en rendre compte. Le travail de la main de l'homme en France est visible depuis l'espace. Les couleurs, les odeurs, la terre fertile, l'engagement, le dur labeur, ce sont nos agriculteurs. Ce sont eux les architectes du quotidien de notre pays. Je repense à cette jeune agricultrice que j'ai rencontrée à Camblin-la-Baie sur ma circonscription, qui me faisait part de ses craintes quant à son avenir. Elle souhaite effectivement reprendre l'exploitation de ses parents, mais à quel prix? Elle a pourtant des idées et des projets, comme celui de robotiser la traite, de s'agrandir et de faire tous les efforts pour répondre aux exigences environnementales. Les jeunes veulent s'engager, mais ils connaissent la précarité du monde agricole, ils connaissent d'ailleurs même le harcèlement. Oui, chers collègues, le monde agricole est harcelé, bousculé et mis au banc d'une disparition avec les méthodes de ce gouvernement. À Givenchy-le-Noble, les éleveurs m'ont parlé de l'image du monde agricole, de ce besoin d'une politique forte pour vivre de leur production et non d'aide qui les oblige à vivre à la petite journée. Nos agriculteurs souffrent. Cette phrase n'est pas un slogan politique, ce n'est pas un mot rhétorique, c'est une réalité. 100 000 exploitations ont mis la clé sous la porte en 10 ans. 25% des agriculteurs ont plus de 60 ans. Les moins de 40 ans ne représentent que 14% de la population agricole. Se pose aujourd'hui la question du remplacement des départs en retraite. Avez-vous un plan, Madame la Première ministre? Oui, vous avez un plan, absolument, comme vous dites, mais celui-ci vise en fait à affaiblir le monde agricole.
Fin des dérogations des utilisations des néonicotinoïdes sans alternative qui conduit à la fermeture directement de la sucrerie d'Écodreuve dans le Cambrésis, juste à côté de ma circonscription. Crise énergétique qui conduit à une crise des endiviers. Difficulté à maintenir l'équilibre économique des exploitations qui amène à des dépôts de bilan ou à des drames humains. Le monde agricole, Madame la Première ministre, c'est 2 suicides par jour. Et pour enfoncer le clou, le gouvernement fait les poches des paysans sous prétexte d'un verdissement de notre économie. Nos paysans, en vérité, sont prêts à être les acteurs principaux de la souveraineté alimentaire. Ils sont prêts aux enjeux de demain. La réponse se trouve dans le localisme. Effectivement, produire local, consommer local. Vous le refusez aujourd'hui, nous le ferons demain avec Marine Le Pen. Toute la classe politique fait le même constat. Les membres de la majorité et les ministres ne cessent de répéter qu'ils soutiennent les agriculteurs. Mais rien n'y fait, lorsque vous proposez des réformes ou des engagements, ce sont nos paysans qui subissent. Alors que la guerre en Ukraine a fait exploser les prix des matières premières, alors que les prix des énergies fossiles et de l'électricité se sont envolés à cause du marché européen, appliquer idéologiquement, je dirais, vous direz progressivement, puisque vous avez un petit peu changé de méthode entre deux, le GNR ressemble furieusement aujourd'hui à de l'acharnement envers le monde agricole. Cet hiver, vous avez demandé aux éleveurs de couper l'électricité. L'été, vous demandez aux mêmes éleveurs, aux agriculteurs en général, de baisser la consommation d'eau. Et maintenant, vous en prenez directement à leur porte-monnaie. Vous décidez d'appliquer les augmentations du GNR en période de crise des prix, alors qu'en fait, il faudrait au moins les geler jusqu'à ce que la situation économique se stabilise. Lorsque ce soir, mesdames, messieurs, membres du gouvernement, vous serez attablés, vous aurez une pensée pour nos agriculteurs, ceux-là même qui font la qualité de nos assiettes et la beauté de nos paysages, ceux qui contribuent à faire de la France le premier pays touristique au monde. Mais l'indécence ne s'arrête pas là. D'une part, le gouvernement, je viens d'en parler, supprime les exonérations de taxes sur le GNR. D'autre part, le gouvernement fait adopter en catimini, via ce 49.3 dont il a le secret, un amendement FIFA qui va exonérer d'impôts les fédérations sportives internationales qui s'installeraient à Paris et d'impôts sur le revenu leurs salariés qui touchent des rémunérations exorbitantes. Voilà le cadeau fiscal fait à la FIFA, alors même où de nombreux Français vont devoir se serrer la ceinture à Noël. Je le dis et je le répète, notre gouvernement ferait mieux de s'occuper des Français qui se lèvent tôt pour travailler et pour faire vivre ce pays plutôt que de raser gratis les chasseurs de primes à un moment où notre dette publique s'élève à 3 000 milliards d'euros. Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, fait sombrer la France dans un état de quasi-faillite et nous prépare à un destin à la grecque. Son « quoi qu'il en coûte » est en fait devenu, en vérité, un « quoi qu'il vous en coûte », chers Français. Notre pouvoir exécutif est complètement déconnecté des réalités des Français. Alors certes, on entend partout, c'est l'élite intellectuelle de la France. Elle a fait ses classes à Sciences Po et à l'ENA. Avant d'accéder au pouvoir, elle travaillait dans des cabinets, en banque ou dans la com. Bien qu'elle ne pense rien avoir à apprendre des petites gens, elle ne sait pas ce que c'est d'être à découvert le 10 du mois parce que l'inflation a rendu les produits du quotidien, les fruits, les légumes, inabordables et parce que, aujourd'hui encore, le gasoil dépasse encore les 1,70 € à bas pomme. C'est au cours de la présidence d'Emmanuel Macron que le mouvement des Gilets jaunes a pris de l'ampleur, mettant en lumière le décalage existant entre nos élites parisiennes d'une part et les gens normaux qui travaillent sans parvenir parfois à boucler leur fin de mois. Ce n'est pas la NUPES, si elle existe encore, qui va défendre le sort des classes populaires et des classes moyennes, parce que la gauche a abandonné en vérité les classes populaires et dans le même temps, elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Enfin, je voudrais rappeler que le groupe RN s'est battu avec force et en faveur de nos concitoyens ultramarins. De manière transpartisane, nous avons tiré la sonnette d'alarme sur les faiblesses des infrastructures d'eau et d'assainissement, notamment en Guadeloupe et à Mayotte. Nous avons proposé de relever le chèque alimentaire pour Mayotte, vous l'avez refusé, qui fait face à une véritable situation d'urgence humanitaire, en plus de l'urgence migratoire. Quant
À la Guyane, nous avons proposé de renforcer l'opération Harpie, qui lutte depuis 2008 contre le fléau de l'orpaillage illégal, qu'il convient d'éradiquer, comme l'ont souligné en nous rejoignant sur ce point plusieurs élus d'outre-mer. Ce soir, ceux qui espéraient quelque chose de la Macronie sont une fois de plus déçus. Les Français l'observent et le déplorent. C'est dans les urnes qu'ils pourront prendre leur destin en main. J'ai une pensée ce soir toute particulière pour nos concitoyens qui, malgré les difficultés financières, essaieront à leur prochain d'offrir un réveillon de Noël, un Noël. Noël, c'est la fête de la lumière au cœur de l'hiver. C'est l'étoile qui brille faiblement dans la nuit noire. Et puis, Noël nous rappelle aussi qu'il existe toujours un espoir. Alors, avec un peu d'avance, je souhaite à l'ensemble des Français de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour terminer cette discussion générale, la parole est à monsieur Nicolas.